L'affaire Epstein, sans aucun doute. J'ai remarqué une chose. Quand je cherche sur Google des informations liées au dossier Epstein, je n'obtiens pas de réponse. Du coup, j'ai presque abandonné l'idée d'utiliser Google pour ça. En fait, j'utilise l'IA, à la fois Grok et les outils chinois comme DeepSeek et Dubao, ce genre d'outils, pour obtenir mes informations. Pour te donner un exemple, ce matin, j'essayais de savoir, tu sais, ils avaient caviardé, 6 personnes, non? Et maintenant, ces personnes sont en train d'être déclassifiées. Je cherchais des informations sur ces 6 types, mais je ne trouve rien en cherchant simplement sur Google. Ils ne me disent rien, ils se contentent de me montrer l'annonce de Ro Connors concernant ces 6 individus. Mais j'ai besoin de plus d'informations sur qui ils sont vraiment, pas seulement leur nom, tu vois? Exactement. Exactement. Même l'orthographe de leur nom, mais je ne trouve rien. Non, je sais, c'est exactement. Je dois aller sur Grok, et même Grok prétend toujours être très occupé. Peut-être que c'est vrai, je ne sais pas. Peut-être que tout le monde y fait des recherches. Mais finalement, je trouve un peu plus d'informations auprès des outils chinois, comme DeepSeek et Dubao. Oh, intéressant, tellement intéressant. Ouais, donc ils sont nerveux. Je veux dire, comme tu l'as dit, ils sont mal à l'aise, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. D'accord, commençons par le discours de Xi Jinping. La dernière fois, nous avons un peu parlé de sa conversation avec Poutine, mais peu de temps après, il a eu une autre conversation avec Trump. Alors, qu'en penses-tu? C'est inhabituel, non? C'est extrêmement inhabituel. Et encore une fois, il y a beaucoup de spéculations sur qui a initié l'appel. Je n'ai aucun doute que c'était Trump. Je ne pense pas que c'était Xi Jinping. Comme nous en avons déjà parlé, il est très rare que Xi Jinping prenne l'initiative d'un tel appel. Je soupçonne donc que les Américains, Trump lui-même, commençaient à être nerveux à propos de toute la situation. Ouais. Trump a vu que Poutine et Xi Jinping s'étaient parlé. Donc bien sûr, il veut donner son propre avis, ce qui est très typique de la manière d'être de Trump. Maintenant, je ne sais pas ce que tu as pensé du compte-rendu, mais il m'a semblé que c'était encore une de ces leçons de Xi Jinping. Je ne veux pas exagérer, mais je pense, encore une fois, que Xi Jinping essayait d'expliquer pour la 103e fois aux dirigeants américains ce qu'est la Chine, ce que devrait être la relation, pourquoi il faut s'éloigner de la confrontation, et tout cela. Et encore une fois, j'ai l'impression que les Américains, tous les dirigeants occidentaux, quand ils entendent tout cela, répondent par des clichés, mais ne s'attaquent jamais vraiment au fond du sujet. Donc, quand on regarde la discussion entre Poutine et Xi, elle est pleine d'aspects pratiques. Il parle de coopération dans les domaines de la science et de la technologie, de l'aérospatiale et des questions énergétiques. Tout cela est très concret. Quand on regarde ce dont parle l'Occident, ce n'est même pas abstrait. Je veux dire, ce serait lui accorder plus de dignité qu'il n'en mérite. C'est essentiellement la même rengaine, la répétition des mêmes arguments et formules qu'ils utilisent toujours lorsqu'ils s'adressent aux Chinois, à savoir, bien sûr, nous vous aimons, nous aimons votre pays, nous voulons entretenir de bonnes relations avec vous. Nous sommes absolument ravis et enthousiastes à l'idée de faire avancer ce projet avec vous. Mais on sait bien qu'il n'y a derrière tout cela ni sincérité, ni vérité. Oui, l'exemple du fond reste parlant quand tu dis ça, parce que même par exemple la Lituanie, tu sais, ils ont changé le nom du bureau de Taipei en bureau de Taïwan. Et bien sûr, ça s'est passé, je crois, il y a 3 ou 4 ans, et la Chine a été très en colère à ce sujet. Donc la Chine a pratiquement coupé ses projets, ses échanges commerciaux et tout le reste avec la Lituanie. Très bien, non? Je veux dire, la Chine s'en accommode très bien.
Mais la Lituanie, maintenant, devient de plus en plus mécontente de la situation parce qu'en réalité, soyons honnêtes, la Lituanie a besoin des investissements chinois et de tout ce qui va avec. Alors aujourd'hui, avec le nouveau dirigeant et tout le reste, ils ne cessent de dire qu'ils veulent améliorer leurs relations avec la Chine. Et pourtant, ils n'abordent jamais le vrai problème, à savoir, pourquoi ne pas simplement renommer à nouveau le bureau en bureau de Taipei? Ils ne le font pas. Ils continuent de dire qu'ils veulent dialoguer, qu'ils veulent améliorer la relation, mais ils ne font tout simplement rien. Exactement. En fait, le ministre des Affaires étrangères a déclaré que la Lituanie s'était jetée devant le commerce lorsqu'elle a pris cette décision. C'est une déclaration très dramatique, vraiment très très dramatique. La Lituanie a commis une terrible erreur, mais ils ne corrigeront pas cette erreur. Apparemment, ils ne peuvent pas le faire. Je veux dire encore une fois, on se demande pourquoi, on se demande ce qui rend cela si difficile. Mais enfin, ils ne le font pas. Et ils s'attendent encore à obtenir ce qu'ils veulent. À quel point peut-on être stupide, non? Il est très clair que c'est toi qui as plus besoin de la Chine que la Chine n'a besoin de toi. Et pourtant, Oui, ils croient encore qu'ils peuvent s'en sortir en parlant. oui, oui. C'est exactement ce qu'ils pensent pouvoir faire. Ils peuvent dire à la Chine, nous avons commis une énorme erreur. C'était notre terrible erreur. Nous réalisons à quel point c'était une erreur terrible. Pardonnez-nous. Rétablissez tous nos contacts. Mais ne vous attendez pas à ce que nous fassions quoi que ce soit. Je veux dire, c'est ce qu'ils pensent. Les Occidentaux pensent toujours de cette façon. Ils partent du principe que c'est un privilège, qu'ils accordent un privilège aux autres en commerçant et en traitant avec eux. Et même les Lituaniens, incroyablement, sont vulnérables à ce genre de raisonnement. Je soupçonne aussi que les Lituaniens ne vont pas changer cela, car ils savent que les Américains n'apprécieront pas, qu'il y aura une désapprobation des États-Unis et de certaines personnes de l'Union européenne, des gens comme Kallas. Donc ils ne vont pas changer. Ils ne vont rien faire. Mais ils veulent quand même que la Chine leur pardonne. Oui, oui. Eh bien, on dirait que lorsqu'ils ont fait ça, ils s'attendaient à ce que l'Union européenne et les États-Unis en soient très satisfaits, et je suppose les compensent d'une manière ou d'une autre pour l'argent perdu en provoquant la Chine. Mais ils n'en ont rien tiré, n'est-ce pas? Ils s'en rendent compte maintenant, 3 ou 4 ans plus tard, qu'ils n'ont rien obtenu des États-Unis ni de l'Union européenne. Oui, tu as tout à fait raison. Je veux dire, ils l'ont fait. La véritable raison pour laquelle ils l'ont fait, c'est qu'ils pensaient que cela montrerait aux États-Unis à quel point ils sont des alliés totalement loyaux et fervents, et que les Américains leur donneraient une récompense. Un peu comme, tu sais, un chien qui fait le malin pour attirer l'attention de son maître dans l'espoir d'obtenir un os. Mais bien sûr, les Américains, comme ils le montrent sans cesse, quand des pays se comportent ainsi, ils sont contents, ils sont satisfaits, ils en profitent. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont donner quoi que ce soit en retour. Et que peuvent-ils faire? Je veux dire, si la Lituanie avait eu du bon sens, elle aurait maintenu de très bonnes relations avec la Chine. Et elle serait allée voir les Américains, si les Américains s'en étaient plaints, pour leur dire, écoutez, nous recevons toute cette aide de la Chine. Si vous voulez que nous soyons davantage de votre côté, alors aidez-nous, donnez-nous quelque chose en retour. Et vous savez, si vous faites cela, eh bien, cela équilibrera la relation avec la Chine. Si la Lituanie faisait quelque chose de ce genre, ce serait un jeu plus intelligent, un jeu plus approprié pour un petit pays souverain. Mais bien sûr, les Lituaniens ne pensent jamais de cette façon. Beaucoup trop de gens en Europe ne pensent jamais de cette façon.
Penses-tu que le fait que ces trois pays baltes, pas seulement la Lituanie, après avoir rejoint l'OTAN, soient devenus beaucoup plus audacieux et aient commencé à agir de manière plus imprudente? Moi aussi, je le pense. C'est exactement ce qui s'est passé. En fait, et c'est assez intéressant, Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, qui a été très occupé la semaine dernière à donner des interviews, a effectivement abordé tout cela. Il a expliqué que, au début des années 2000, eh bien, souvenez-vous, la Russie était un pays très faible et elle n'entretenait même pas de bonnes relations avec la Chine à cette époque, et la Chine n'était pas encore la grande puissance qu'elle est aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, les Russes sont venus et ont dit « Vous savez, cela ne nous semble pas une bonne idée. Voulez-vous vraiment intégrer les États baltes à l'OTAN? Comprenez-vous ce que ça signifie? Quelles en seront les conséquences ?» Et apparemment, les Américains ont répondu aux Russes « Écoutez, écoutez, ne vous inquiétez pas. » La raison pour laquelle nous faisons entrer les États baltes dans l'OTAN, c'est que nous comprenons qu'ils ont d'énormes problèmes, des complexes et une certaine paranoïa à votre égard. Donc, si nous les intégrons à l'OTAN, ils n'auront plus autant peur de vous, et cela devrait améliorer leurs relations avec vous. Et le commentaire de Lavrov à ce sujet a été « Eh bien, nous voyons ce qui s'est réellement passé, et c'est exactement ce que vous aviez dit. » En effet, les États baltes sont désormais structurés de manière à être fiévreusement, férocement anti-russes. D'ailleurs, l'histoire des États baltes est plus complexe qu'on ne le pense. Par exemple, pendant la Révolution russe, les bolcheviks étaient très populaires dans les États baltes, surtout en Lettonie. Et la garde de Lénine, juste pour dire, était composée principalement de Lettons, un fait assez peu connu. Bref, aujourd'hui, les États baltes sont extrêmement hostiles à la Russie pour toutes sortes de raisons. Et bien sûr, ils se sont dit, maintenant que nous sommes dans l'OTAN, nous pouvons être aussi odieux envers les Russes que nous le voulons, aussi agressifs que nous le souhaitons. Nous garderons tout le monde de notre côté. Et si nous avons le moindre problème avec les Russes, nous avons l'OTAN et les États-Unis, et ils viendront à notre secours. Donc cela a fait exactement ce que tu disais. Cela les a rendus beaucoup plus audacieux et bien plus agressifs. C'est pas une bonne idée pour eux. Je pense que C'est une idée terrible pour eux. Cela signifie que les États baltes, comme je pense que certains commencent à le comprendre, et cela les rend très nerveux et d'ailleurs encore plus agressifs, dépendent désormais pour leur sécurité d'une grande puissance située à un continent et un océan de distance, tout en ayant en même temps détruit leurs relations avec la grande puissance qui se trouve juste à leur porte. Je veux dire, ce n'est pas du tout judicieux. Ils auraient absolument dû travailler à développer sur le long terme des relations bonnes et amicales avec les Russes. Il n'y a qu'un seul pays en mesure de garantir l'indépendance des États baltes. Ce n'est pas l'Amérique qui est très très loin, c'est la Russie, leur voisine. Et la manière d'y parvenir, c'est d'entretenir de très bonnes relations afin que les Russes n'aient aucun intérêt ni aucune raison de les envahir, ce qu'ils ne feraient pas dans le cours normal des choses. Ce sont de tout petits endroits d'ailleurs. Je vais en visiter un en juin, brièvement. Mais ce sont vraiment de tout petits pays. Ils ne présentent aucun grand intérêt pour les Russes. Et je pense que dans une certaine mesure, la Pologne est pareille. Le dernier exemple que je trouve incroyable, c'est qu'en ce qui concerne Epstein, la Pologne va enquêter sur la façon dont Epstein travaillait apparemment pour la Russie. Vous êtes sérieux? Tu es sérieux? Absolument. Je veux dire, c'est une histoire ridicule
qui a vu le jour à Londres. Les Britanniques ont été très durement touchés par le scandale Epstein, car de nombreuses personnes au Royaume-Uni étaient impliquées avec lui, et nous continuons à en découvrir de plus en plus, y compris l'un des autres assistants parlementaires de Starmer, pour ainsi dire. Les Britanniques en ont donc été très embarrassés, et ce sont eux qui ont lancé cette histoire. Et les Polonais, bien sûr, ont dû s'en mêler. Une très très mauvaise idée. La seule chose que je dirais, c'est que contrairement aux États baltes, la Pologne c'est un vrai pays. Il y a une population de combien déjà? 30 millions, 40 millions. Je ne me souviens plus exactement. Et je sais, parce que j'ai beaucoup d'amis là-bas, qu'il y a un débat actif en Pologne à ce sujet. Beaucoup de Polonais se demandent, est-ce une bonne idée? Est-ce quelque chose dans lequel nous voulons nous impliquer? Ne devrions-nous pas, nous-mêmes, chercher à réparer nos relations avec les Russes? Donc, c'est plus controversé en Pologne que dans les États baltes. Probablement parce que la Pologne, comme je l'ai dit, est un vrai pays et ne se sent pas aussi menacée ou vulnérable que les États baltes. Eh bien, espérons qu'ils retrouvent la raison, car il est clair que des filles d'Europe de l'Est ont été victimes de trafic vers la Pologne par et pour Epstein. Donc, je pense qu'ils devraient enquêter, mais qu'ils ne fassent pas de toute une affaire liée à la Russie. C'est juste tellement... C'est tout à fait exact. Puis-je simplement ajouter quelque chose? C'est bien que vous ayez utilisé l'expression « filles d'Europe de l'Est », car vivant à Londres et sachant ce que je sais quand on lit des articles sur des filles russes impliquées, le mot « russe » n'est souvent qu'une étiquette pour d'Europe de l'Est. D'accord? Même des filles polonaises. Mamam. Je sais, grâce à certains de mes amis dans la police, cela remonte à un certain temps, que des filles polonaises étaient autrefois victimes de traite sous l'étiquette de filles russes. D'accord, on y reviendra bientôt. Oui. Alors, les États-Unis et la Russie, quelles sont les dernières nouvelles concernant ce traité sur les armes stratégiques? Il semble que les États-Unis soient un peu ouverts à la négociation. C'est bien ça? Eh bien, ils disent que oui, mais je ne pense pas que les Russes les croient. J'ai le sentiment que depuis 1 ou 2 semaines, les Russes en sont venus à la conclusion que la relation entre la Russie et les États-Unis se détériore. Lavrov l'a dit dans une récente interview, qu'elle n'a pas d'avenir. Les Russes pensaient avoir atteint une certaine forme d'entente avec Trump lors du sommet d'Anchorage, mais ils ont remarqué que Trump n'a donné aucune suite à cela. Ils l'ont entendu parler de meilleures relations économiques avec la Russie, mais au lieu de cela, tout ce que les Russes ont, ce sont des sanctions. Je pense donc que les Russes sont aujourd'hui très sceptiques à propos de tout ce que les Américains proposent ou déclarent. L'année dernière, Poutine a dit « Eh bien, asseyons-nous et discutons de la stabilité stratégique et des armes nucléaires. C'est une priorité extrêmement importante. Mettons-nous d'accord pour respecter les limites du traité New START pendant au moins 1 an de plus, afin de nous donner le temps de voir comment avancer. » Les Américains ont refusé et ont dit non. Trump revient donc maintenant en disant qu'il veut un traité nouveau et meilleur. Il accuse en fait les Russes d'avoir violé le traité START. Il a déclaré que le traité START avait été gravement violé. L'autre partie au traité est la Russie. Donc, en un sens, il dit que les Russes ont violé le traité START. Bien sûr, comme c'est Donald Trump, il ne nous dit pas comment.
Il se contente de l'affirmer. Je pense donc que les Russes ne lui font pas confiance. Et je pense que les Russes estiment que, encore une fois, l'objectif américain n'est pas vraiment de négocier des limites stratégiques avec eux, mais d'essayer d'amener la Russie et la Chine à accepter des limites conjointes sur les armes nucléaires, ce qui laisserait les États-Unis plus forts que les deux autres. C'est totalement inacceptable pour les Russes. Et la Chine, je pense, ne serait pas intéressée non plus par des négociations de ce type. Je me demande si cela faisait partie de la raison pour laquelle Trump a été si rapide à appeler Xi Jinping juste après l'appel de Poutine. Parce qu'avant cela, comme tu l'as mentionné, avant l'appel de Poutine à Xi Jinping, Shoigu était en Chine pendant environ 24 heures. Et donc Trump, je pense que quand on dit quelque chose à quelqu'un et qu'on ne tient pas parole, on devient un peu nerveux du genre « D'accord, cette personne va réagir à ça, n'est-ce pas ?» Et puis il a vu Poutine et Xi Jinping discuter et ils en ont fait toute une mise en scène, ce genre de choses. Il s'est un peu déstabilisé, il a dit qu'il n'avait pas pu s'en empêcher et qu'il avait dû appeler Xi Jinping, essayant un peu de comprendre de quoi il parlait. Je pense que c'est la meilleure explication et analyse de cette suite de Trump que j'ai entendue jusqu'à présent. Je pense que tu as tout à fait raison. C'est vraiment, vraiment typique du caractère de Trump. Je veux dire, en apparence, il aime se montrer comme l'empereur dominant de tout ce qu'il contemple. Mais on m'a dit par de nombreuses personnes, y compris celles qu'il connaissent, qu'au fond de lui, il est très très peu sûr de lui. Et il est très nerveux à propos de ce que les Russes et les Chinois disent de lui entre eux. Oui. Et il a aussi, le gouvernement américain a affirmé que la Chine avait effectué un essai nucléaire, ce que la Chine a nié. Et je n'entends personne apporter la moindre preuve de cela. Encore une fois, ils l'ont simplement dit. Alors, est-ce que c'est la façon de Trump de faire pression sur la Chine d'une manière ou d'une autre? Est-ce que c'est ce qu'ils font? Oui, c'est exactement ça, je veux dire. C'est eux qui l'ont inventé. Je ne pense pas que quiconque dans le monde croit que la Chine ait mené un essai nucléaire secret. Permettez-moi de dire que s'il y avait eu la moindre part de vérité dans cette histoire, les médias européens s'en seraient emparés. Les médias britanniques en particulier l'auraient fait. Et comme ils l'ont ignoré, cela me dit qu'il n'y a absolument aucune vérité dans cette histoire. Mais encore une fois, les Américains propagent ces mensonges, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Un mensonge. Inventer et diffuser une fausse histoire de ce genre, c'est mentir. Et il faut appeler les choses par leur nom. Parce qu'encore une fois, ils veulent mettre la Chine sur la défensive dans les négociations. Et on voit bien que cette administration n'a pas vraiment de rapport avec la vérité. Je veux dire, ils ne s'en soucient pas vraiment. Et sur les réseaux sociaux chinois en ce moment, on discute de la possibilité que le voyage de Trump en Chine soit reporté. Jusqu'à présent, Trump affirme qu'il se rendra en Chine la première semaine d'avril, mais aucune date précise n'a été annoncée. Et je ne vois aucune confirmation du côté chinois que cela va réellement avoir lieu. En tenant compte du fait qu'il vient d'approuver un important contrat de vente d'armes à Taïwan, qu'il y a un différend concernant les ports autour du canal de Panama et bien sûr cette question de traité nucléaire, il met clairement la Chine sous pression. Tout cela ne va certainement pas réjouir le gouvernement chinois. Alors, qu'en penses-tu? Eh bien, je ne sais pas ce que le gouvernement chinois va faire, mais voici ce que je pense. Je pense que Trump s'est essentiellement invité lui-même en Chine. C'est vraiment l'impression que j'ai eue des interactions entre la Chine et les États-Unis, ainsi qu'entre Trump et Xi Jinping l'année dernière. Je pense que ce sont les Américains, Trump lui-même en réalité, qui ont d'abord annoncé qu'il allait se rendre en Chine en 2026. Encore une fois,
Il l'a fait d'une manière qui constituait en quelque sorte un défi lancé à la Chine pour qu'elle réagisse et dise « ce n'est pas vrai ». Et la Chine n'aime pas faire cela. Elle n'aime pas traiter le président des États-Unis de menteur de cette façon. Donc je pense qu'il s'est invité lui-même en Chine. Et encore une fois, il pousse maintenant pour qu'une rencontre ait lieu dès que possible en avril. Je pense qu'il est tout à fait possible que la Chine, le gouvernement chinois, décide qu'une rencontre à ce moment-là n'a vraiment pas de sens et devrait être reportée. Maintenant, Trump a ses propres contraintes de calendrier, car au cours des prochains mois, nous entrons à nouveau dans la saison des campagnes. Les élections de mi-mandat approchent. Il veut obtenir des avancées diplomatiques dès le début de l'année. Il préférerait se rendre en Chine le plus tôt possible. Il veut revenir avec au moins une apparence de succès en matière de commerce et d'autres domaines. C'est pourquoi, je pense, la pression de sa part pour aller en Chine dès que possible est si forte. Oui, il est très clair qu'il va venir avec quelques hommes d'affaires et, tu sais, faire tout un spectacle en signant de gros contrats et ce genre de choses. C'est probablement son objectif. Oui. D'accord. Alors, il a besoin que la Chine, tu sais, collabore avec lui là-dessus. Eh bien, il pourrait obtenir ça? Je veux dire, c'est bien là le problème. C'est ce qui est tellement frustrant. Il n'y avait absolument aucune raison pour qu'il ne puisse pas aller en Chine l'année dernière et y signer tous ces accords. Mais à la place, nous avons eu les tarifs douaniers, nous avons eu la guerre économique qui a fait rage pendant l'été, puis la deuxième guerre économique qui a éclaté à l'automne. Nous avons eu tout cela. Et bien sûr, cela n'a pas créé une bonne atmosphère pour signer ces accords. Et le gouvernement américain. Tu vois, si Trump pense vraiment que les États-Unis sont une grande puissance, pourquoi n'utilise-t-il pas ce pouvoir, qu'il fasse quelque chose de bien? Par exemple, dire au Premier ministre japonais de ne pas être aussi agressif envers la Chine, n'est-ce pas? Je veux dire, pendant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis et la Chine étaient dans le même camp. Il serait tout à fait logique de dire au Japon, vous savez, vous ne pouvez pas faire ça. Vous devez affronter votre histoire et reconnaître ce que vous avez fait. Et aussi dire à la Lituanie, vous savez, vous devriez vous corriger. Ne provoquez pas la Chine de cette manière. Je veux dire, il y a beaucoup de bonnes choses pour lesquelles les États-Unis pourraient utiliser leur influence, mais ils ne semblent jamais le faire, n'est-ce pas? Non, au contraire, on essaye d'encourager le Japon, de pousser le Japon à adopter une position encore plus agressive. J'ai parlé à certaines personnes du secteur financier, et d'ailleurs, pour vous situer, nous avons eu une émission sur The Duran avec une personne travaillant dans la finance, appelée Ray Zucano, qui connaît très bien le Japon, et il est très très inquiet de tout cela. Il s'inquiète de l'aspect militaire et du risque potentiel d'un conflit avec la Chine, qu'il juge très réel. Mais il est aussi très très préoccupé, comme je sais que d'autres le sont. Et juste avant que nous fassions cela, nous étions en train de préparer cette émission. J'ai lu que ce plan de remilitarisation du Japon ne peut non seulement pas fonctionner selon ses propres termes, mais qu'il ne fera qu'irriter la Chine. Il ne changera pas l'équilibre global des forces en Asie. Il ne le peut pas, car le Japon, comparé à la Chine, n'est pas assez puissant pour provoquer un tel changement. En revanche, ce qu'il fera, c'est créer d'énormes pressions financières à l'intérieur même du Japon. Le pays n'a pas aujourd'hui la profondeur de ressources financières nécessaires pour mener un vaste programme militaro-industriel, pour se doter d'une armée majeure. Et cela pourrait déclencher une crise potentielle au Japon, un pays dont le ratio dette-PIB avoisine les 250%, le plus élevé au monde.
Et cela pourrait avoir d'énormes répercussions internationales. L'une des choses que j'ai apprises, c'est qu'une partie de ce qui soutient le déficit budgétaire des États-Unis, ce sont les personnes qui contractent des prêts en yens à des taux d'intérêt très très bas, parce que le Japon a adopté des politiques visant à maintenir les taux d'intérêt à un niveau faible. Elle contracte des prêts en yens et utilise ces yens pour acheter des bons du Trésor. Ainsi, une grande partie des bons du Trésor que le Japon est censé détenir n'appartient en réalité pas à des investisseurs japonais. Ils sont détenus par des personnes du monde entier, mais achetés en yens. Et cela soutient le budget américain et, en fin de compte, l'ensemble du système financier des États-Unis. Ce que cette énorme expansion militaire pourrait provoquer, c'est une hausse du déficit budgétaire du Japon, et il est impossible d'imaginer qu'il en soit autrement. Elle va également générer de l'inflation au sein même du Japon, et cette inflation se traduira par des taux d'intérêt plus élevés. En d'autres termes, détenir du yen deviendra beaucoup plus coûteux. Détenir du yen, contracter des prêts en yens, tout cela sera plus cher. Ainsi, ce commerce de portage, consistant à emprunter en yens pour acheter des bons du Trésor, pourrait s'arrêter, et cela aura des répercussions pour les États-Unis également. Et bien sûr, cela ne fera pas non plus le moindre bien au Japon. Eh bien, Warren Buffett a fait cela et il a dit ouvertement que, vous savez, son taux d'intérêt au Japon est pratiquement nul. Donc vous empruntez là-bas, puis vous achetez des dollars et des bons du Trésor. Oui, mais Warren Buffett est loin d'être le seul à le faire. Apparemment, comme je l'ai dit, c'est pour cela que le Japon semble être le plus grand détenteur mondial de bons du Trésor. En réalité, ce n'est pas vraiment le Japon. C'est une grande méprise sur ce qui se passe. Oui, je veux dire, ils font toujours ce genre de transactions financières très compliquées. Ils utilisent tel ou tel outil, de l'effet de levier, toutes sortes de choses, et puis ils en arrivent à un point où tout s'effondre. Absolument. Toi, C'est exactement ce qui se passe. Je veux dire, plus le système est complexe, plus il est certain que son effondrement finira par arriver. Au fait, tu te souviens, je crois qu'on avait parlé du discours de Xi Jinping, celui qu'il a prononcé il y a 2 ans à propos de Shanghai et du système financier chinois, discours qui, à mon avis, a été largement mal compris en Occident d'ailleurs. Mais l'un des points qu'il soulevait dans ce discours, c'est que la Chine a besoin d'un système financier simple, conçu pour aider la Chine et répondre aux besoins chinois. Je veux dire, ce système financier extrêmement complexe et très élaboré que nous avons en Occident, avec des produits dérivés et des dérivés de dérivés, toutes sortes d'échanges très étranges, de couverture et tout le reste, dont je ne vais pas parler car je ne suis pas sûr de comprendre moi-même toute sa complexité. Je ne suis pas sûr que qui que ce soit le fasse. Je veux dire, cela reflète une structure massivement trop compliquée qui, si elle s'effondre, s'effondrera complètement. Ce que les gens oublient toujours d'ailleurs, à propos de tous ces arrangements, c'est un autre point que Xi Jinping soulignait, c'est que puisqu'ils ne sont pas adossés à des biens, beaucoup de ces accords, échanges et tout cela relève en fin de compte de l'imagination humaine. Et si les gens cessent d'y croire, ils n'auront plus aucune réalité. Et en plus de ça, si tu regardes Epstein, beaucoup de banquiers, tu sais, c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. Alors, ces gens obscènement riches, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des choses folles. Ils vont sur l'île d'Epstein. Ils abusent de jeunes enfants, enfin de jeunes femmes. Je veux dire, c'est pas bon pour eux non plus, non? Qui gagnent de l'argent aussi facilement et aussi vite et deviennent si riches. Et ensuite, ils se retrouvent et font des choses insensées. C'est juste incroyablement mauvais à tous les niveaux.
It's just so incredibly wrong in all aspects of it. So. Well, can I just say this as you brought this up? I feel Eh bien, that in puis-je the simplement West, dire, puisque vous avez abordé le sujet, que je pense qu'en Occident, en général, il y a eu une fuite totale hors de la réalité et que ce phénomène prend de l'ampleur depuis déjà longtemps. Les personnes à la pointe de ce mouvement sont précisément celles qui travaillent dans le système financier, lequel a été déconnecté. Je veux dire, il ne repose plus sur la réalité quotidienne. Ces gens vivent donc déjà dans une autre réalité, si l'on veut. Et si l'on vit chaque jour de cette manière, alors toutes les limites réelles commencent à disparaître. Il n'est donc absolument pas surprenant, au bout du compte, que ces personnes se comportent ainsi. J'aimerais ajouter autre chose, et j'espère que les gens en Chine ne comprendront pas mal ce que je vais dire. Je pense que cette immense propagation de la drogue que nous observons en Occident joue un rôle majeur dans tout cela. Je veux dire, je suis sûr que cela accentue aussi la fuite de la réalité. Et je n'ai jamais d'ailleurs pris de drogue moi-même, de drogue illégale, à aucun moment, même très jeune ou étudiant. Mais j'ai dû travailler avec beaucoup de personnes qui en prenaient. Et l'une des choses que j'ai remarquées, c'est qu'elles ont tendance à perdre le contact avec la réalité et qu'elles deviennent plus arrogantes et plus cruelles. Je veux dire, les inhibitions tombent et des choses que des personnes pleinement maîtres d'elles-mêmes et de leur esprit ne feraient jamais, des personnes dotées d'un sens éthique fort, ne feraient jamais, deviennent possibles pour ceux qui vivent ainsi. Et vous savez, les gens qui travaillent dans les marchés financiers, en particulier d'après mon expérience, sont enclins à consommer des drogues. Comme je l'ai dit, c'est pour cela que les inhibitions tombent. J'ai vu cela très souvent. J'ai vu beaucoup de personnes comme ça. Et je pense aussi que lorsque l'on devient riche, très rapidement, très facilement, on a une fausse impression d'être tout simplement incroyablement doué. Absolument. N'est-ce pas? Absolument. Tout mène à cela. Je veux dire, tu crois que tu es le maître de l'univers, que tu marches sur les nuages, que tu es une personne différente des autres et que rien ne pourra jamais t'atteindre. Et que les gens qui ne sont pas aussi puissants ou aussi riches que toi, ils ne sont au fond pas les mêmes que toi. Ils ne sont pas de la même espèce que toi. Et tu les traites très différemment parce que tu les considères comme inférieurs. Je n'ai pas du tout l'impression que ce soit le cas en Chine, d'ailleurs. Eh bien, une partie de la raison pour laquelle il n'y a pas, je pense, de ressortissants chinois impliqués, c'est que même s'il y a quelques personnes d'origine chinoise, j'ai parcouru tout cela, vous savez, en cherchant la partie chinoise de l'affaire. Il y a eu quelques Américains d'origine chinoise, quelques échanges d'emails, mais aucun lien avec Epstein. Autant que je puisse en juger, pour l'instant, il n'y a pas de ressortissants chinois. Je pense qu'en partie, c'est parce que Epstein lui-même était très raciste envers les Chinois, c'est une des raisons. Mais aussi, je pense que les hommes d'affaires, les chercheurs, les professeurs ont tendance à se montrer un peu plus prudents, car le gouvernement chinois les surveille. Absolument. Il y a des limites à ce que l'on peut faire en Chine, et c'est une bonne chose. Au final, c'est positif que le gouvernement exerce une certaine pression pour que l'on maintienne des normes morales précises. Absolument. Je pense que c'est juste. Je crois que nous en avons déjà parlé. Je veux dire, en Chine, sur le plan historique et culturel, la moralité occupe une place très importante. Quiconque connaît un peu la Chine, sa culture et son histoire, le sait. Oui. Donc je pense qu'il devrait être, tu sais, tous les magnats de la tech, tous les banquiers, le monde universitaire, ils l'ont échappé belle cette fois. Parce qu'en considérant à quel point le réseau d'Epstein est vaste, la Chine s'en est plutôt bien sortie dans toute cette affaire.
Oh, absolument. C'est une bonne chose. C'est pas du tout impliqué. Oui. Eh bien, en parlant d'implication, ce scandale prend de plus en plus d'ampleur en Europe. Il semble que non seulement la famille royale britannique au Royaume-Uni, mais aussi la Norvège soit fortement impliquée, ainsi que d'autres. Parlons donc un peu de ce qui se passe avec Andrew Mountbatten-Windsor. D'autres victimes se manifestent affirmant avoir été violées par lui. Mais y a-t-il une enquête criminelle en cours à son sujet? Aucune pour le moment. Il n'en est pas question pour l'instant d'ailleurs. Je veux dire, certaines personnes disent qu'il devrait répondre aux questions, mais bien sûr, il ne le fera pas. S'il devait y avoir une enquête criminelle le concernant, ce serait aux États-Unis. Mais pour le moment, rien n'indique que ce soit le cas. Honnêtement, je ne vois pas vraiment de signe d'une enquête criminelle visant qui que ce soit en ce moment. Il y a eu un grand scandale dont nous avons parlé la semaine dernière, je crois, impliquant Peter Mandelson, l'un des ministres de Tony Blair. Mais la seule affaire pénale ouverte contre lui ne concerne ni la corruption active ou passive, ni la divulgation de secrets officiels, ni quoi que ce soit de ce genre. Il s'agit d'une faute dans l'exercice d'une fonction publique, ce qui est presque impossible à faire condamner. C'est, je le sais d'expérience, une affaire très, très difficile à poursuivre. Mais il donnait à Epstein des informations après une réunion du cabinet sur ce que le gouvernement britannique allait faire. Je crois que c'était pendant la crise financière de 2008, non? Oui, c'est une faute très grave. Je veux dire, c'est de la trahison. Je ne pense pas qu'il s'agisse simplement d'une faute professionnelle. Je pense que c'est bien pire. En ce qui me concerne, c'est une violation du secret officiel. Je crois que cela touche à la sécurité nationale et au-delà, que c'est une énorme rupture de confiance. Cela entraîne également toutes sortes de problèmes juridiques potentiels. Et d'ailleurs, il n'y a aucun doute là-dessus, mais les autorités britanniques ont choisi de traiter l'affaire comme une faute professionnelle. La raison pour laquelle elles ont fait ce choix, selon moi, c'est qu'elles ne veulent pas que cette affaire finisse par être jugée. D'accord, donc ils essaient encore de le dissimuler? Absolument. D'accord. Absolument. Comme il l'était aussi avec Andrew d'ailleurs. Je dirais, enfin, Andrew est moins important, même s'il est membre de la famille royale, parce qu'il est déjà tellement discrédité qu'il pourrait en faire une victime sacrificielle dans une poursuite judiciaire. Mais personnellement, je ne m'attends pas à ce que cela arrive non plus. Je pense que la famille royale britannique, le roi, qui continue d'exercer une influence considérable en coulisses, dira aux autorités, « Écoutez, quoi qu'il ait fait, il est désormais déshonoré et ruiné. Nous ne pouvons pas nous permettre un scandale encore plus grand que celui que nous avons déjà. Et pour cette raison, il ne devrait pas être poursuivi. » À moins, bien sûr, que quelque chose ne ressorte de tous ces documents, photographies ou films, ce qui est possible, montrant qu'il a été impliqué dans quelque chose de si ignoble et de si horrible qu'on ne peut pas l'ignorer. Mais en dehors de cela, je ne pense vraiment pas qu'ils le feront. Oui, je ne le pense pas non plus, mais c'est justement ce qui met les gens en colère. Aussi, est-ce que c'est Peter Mandelson et ce chef de cabinet qui a récemment démissionné, Morgan McSweeney? Ce sont eux qui essayaient d'écarter Jeremy Corbyn. C'est de ça qu'il s'agissait dans cette lutte? Absolument. Peux-tu expliquer cette partie de l'histoire? Je suis un peu curieux à ce sujet. Je ne veux pas entrer trop dans les détails concernant les factions au sein du Parti travailliste, mais disons simplement que Mandelson et McSweeney se connaissent bien. Ils sont de très bons amis. McSweeney était un protégé de Mandelson.
Le rôle de Mandelson dans la politique britannique remonte aux années 1980. Il est très proche de Tony Blair. On le considérait comme la personne qui savait comment trouver des donateurs pour le Parti travailliste, comment lever des fonds pour lui, et il était aussi l'homme qui, disait-on, savait comment mener des campagnes électorales. McSweeney était quelqu'un que Mandelson a appris à connaître et que Mandelson a promu. Dans une large mesure, Mandelson l'a formé. Et lorsque Jeremy Corbyn est devenu chef du Parti travailliste, il venait d'une faction complètement différente. Corbyn appartient à la gauche, la vieille gauche traditionnelle du Parti travailliste. Il n'est pas corrompu, il n'est pas lié aux grands intérêts financiers, et il souhaite mettre en œuvre des politiques de type plus socialiste. Il ne faut pas exagérer. Ce n'est pas le socialisme tel qu'on l'entend en Chine, mais c'est plus proche de ce que représente la Grande-Bretagne. De plus, Corbyn s'oppose fermement à toute cette tendance au militarisme, au soutien à Israël, au soutien à l'Ukraine et à l'implication dans les guerres. Quoi qu'il en soit, Mandelson et McSweeney étaient extrêmement hostiles. Ils ont créé un groupe appelé Labour Together, qui opérait en secret et complotait secrètement contre Corbyn. Il était très largement financé, il a reçu énormément d'argent et entretenait des liens étroits avec des personnes au sein même de la bureaucratie du Parti travailliste. En gros, ils ont orchestré la chute de Corbyn. Autrement dit, ils ont rendu impossible pour lui de diriger efficacement le Parti travailliste et ont créé les conditions qui l'ont conduit d'abord à perdre une élection, puis à perdre son poste. Il s'avère que Mandelson est l'escroc, non? Donc c'est lui le méchant. Oui, absolument. Eh bien, c'est intéressant que vous souleviez ce point, car pour le moment du moins, les médias britanniques, qui restent très hostiles à Corbyn, ne le font pas. Ils ne se posent pas la question que vous venez d'évoquer implicitement. Si Corbyn était un homme honnête et Mandelson un homme corrompu, alors qui représente le bien et qui représente le mal? Je n'ai vu aucun article, nulle part dans les médias britanniques, qui pose cette question. Aucune remise en question, pour leur propre faute. Ouais. Je veux dire, avec ce genre de choses, tu as toujours besoin des médias pour t'aider, non? Tu provoques et tu montres quelque chose, et ensuite les médias s'en emparent et aggravent la situation. C'est comme ça que ça marche, ouais. Exactement. Ouais. Mais ils le font toujours. Les médias semblent toujours faire ce genre de choses, mais ils ne se remettent jamais en question, ne s'excusent jamais, ni réfléchissent jamais. Ouais, d'accord. Correct. Alors, qui est ce Tim Allen? C'est le directeur de la communication. Lui aussi a démissionné. Quel a été son rôle dans toute cette affaire? Eh bien, c'est le porte-parole de la presse, et nous ne savons pas encore tout. Il y a des informations selon lesquelles un troisième haut fonctionnaire, le secrétaire du cabinet, qui est un fonctionnaire, mais aussi le plus important responsable gouvernemental à plein temps du Royaume-Uni sous les dirigeants politiques, serait sur le point d'être renvoyé ou de quitter son poste également. Donc je vais dire ce que je pense. Je pense que nous sommes encore loin de connaître toute la vérité sur cette affaire. Et je pense que beaucoup de personnes proches de Starmer prennent la fuite parce qu'elles savent que tout va s'effondrer et qu'elles ne veulent pas être là quand cela arrivera. C'est essentiellement ce qui se passe. Mais Mandelson avait aussi d'autres scandales avant d'être nommé, non? Alors pourquoi Keir Starmer a-t-il choisi ce type qui d'abord n'est même pas si jeune et avait déjà un mauvais passé? Pourquoi Keir Starmer l'a-t-il quand même nommé ambassadeur aux États-Unis? Un poste important, non? Oui.
C'est un poste très important. Et Mandelson n'était pas seulement ambassadeur aux États-Unis pour cette raison. Nous savons maintenant qu'il venait régulièrement à Londres, qu'il continuait à donner des conseils sur la manière dont le gouvernement devait être dirigé et qu'il parlait en permanence avec Morgan McSweeney, qui était le chef de cabinet de Starmer. Lorsqu'il y a eu ce que nous appelons au Royaume-Uni un remaniement, autrement dit, une réorganisation du gouvernement avec certains ministres renvoyés, d'autres nommés et d'autres encore déplacés à différents postes, ce sont Mandelson et McSweeney ensemble qui ont essentiellement tout organisé. Ils ont choisi les ministres, ils ont choisi les hauts fonctionnaires. En somme, ils dirigeaient le gouvernement. Je veux dire, Starmer pensait qu'il était aux commandes, mais en réalité, c'était eux qui le dirigeaient. Donc oui, c'était deux personnes très, très puissantes. Ce qu'il faut dire à propos de Peter Mandelson, c'est qu'il a été mêlé à des scandales, de nombreux scandales. Il a été contraint à 2 reprises de démissionner de postes importants au sein du gouvernement. Tout le monde dans la politique britannique savait qu'il était corrompu. Si vous m'aviez posé la question il y a 1 an, je vous aurais dit qu'il était corrompu. Je veux dire, je savais qu'il l'était, et je ne suis même pas impliqué dans tout cela. Ce n'est guère une question. Cela ne demande presque aucune spéculation. Ce que nous ne savions pas tous à l'époque, il y a 1 an, c'est à quel point il était profondément impliqué avec Jeffrey Epstein. Mais le fait qu'il connaissait Epstein et qu'il avait été son ami, cela, c'était connu. Je veux dire, le fait qu'il ait réellement transmis des documents gouvernementaux à Epstein, cela n'a été révélé qu'il y a 1 an. Nous ne le savions pas. Mais il y avait d'autres choses que nous savions. Donc la grande question n'est pas seulement de savoir pourquoi Starmer a nommé cet homme profondément corrompu à ce poste très important, mais aussi pourquoi l'ensemble de la classe politique britannique, madame, applaudit quand cela a été fait, parce qu'ils l'ont fait. Si vous lisiez les articles en Grande-Bretagne à l'époque, on parlait d'un coup de maître diplomatique. Il s'agissait d'amener ce grand, brillant négociateur et génie à un poste clé où il ferait énormément de bien pour la Grande-Bretagne et aiderait les relations britanniques avec les Américains. Donc, ils savaient tous qu'il était corrompu. Je soupçonne que beaucoup d'entre eux en savaient bien plus qu'ils ne le disent sur ses liens avec Epstein. Ils s'en fichaient, parce qu'au fond, ils sont eux-mêmes profondément corrompus. Et bien sûr, lorsque la décision de le nommer a été prise, personne ne s'attendait à ce que les Américains interviennent. Et à cause de toute cette pression venant de personnes comme Tom Massey, qui a permis de révéler l'ampleur de l'implication de Mandelson avec Epstein et de ce qu'il faisait, voilà la véritable histoire. Il y a ici beaucoup de mensonges et d'hypocrisie. Toutes sortes de gens prétendent, vous savez, nous ne savions pas pour Mandelson. Cela n'avait pas de sens. Il nous a menti. Il a trahi notre confiance. N'importe qui, absolument n'importe qui, aurait su exactement quel genre de personne était Mandelson. Oui, je pense que ce qui est remarquable dans tout cela, c'est que aucune de ces personnes n'aurait jamais imaginé être exposée de cette manière un jour. Eh bien, exactement. Et c'est une partie très importante de cette histoire dont personne ne parle. Rien de tout cela n'aurait jamais été révélé en prison. Nous ne connaissons tout ce scandale que grâce à ce qui s'est passé aux États-Unis. Aux États-Unis, comme nous le savons, ils ont remué ciel et terre pour empêcher que quoi que ce soit ne sorte. Epstein lui-même est mort en 2019. Oui. Nous sommes maintenant en 2026, et ce n'est que maintenant que cela refait surface. Je pense que le ministère de la Justice, ou peut-être le FBI, lorsqu'ils ont caviardé les dossiers Epstein, il y avait tellement d'endroits à masquer qu'ils n'ont pas fait du bon travail. Ils ne pouvaient pas tout couvrir.
Donc la partie concernant Mandelson n'était peut-être pas intentionnelle pour laisser les gens voir, mais ils ont simplement mal fait le caviardage de son nom. Par exemple, l'un des noms qu'ils ont effectivement masqué était celui de Sultan Ahmed Ben Salman, quelqu'un de Dubaï, non? Il a écrit cet email horrible à propos de torture ou quelque chose du genre. Son nom avait été caviardé au départ. Mais lorsque Ro Khanna et Thomas Massie ont insisté, ces noms ont été rendus publics. Donc je suppose que le nom de Mandelson devait à l'origine être masqué. Mendelssohn's name was supposed to be redacted, I guess. Quite possibly. C'est tout à fait possible. Pour autant que nous sachions, des assurances ou des promesses privées non enregistrées ont peut-être été données selon lesquelles cela serait expurgé, que ces informations ne seraient pas publiées. Oui, nous ne saurons probablement jamais la vérité à ce sujet. Mais si ces promesses ont été faites, je n'en serais pas du tout surpris. I would not be at all surprised. Man, tu penses que tout ça, enfin que Trump en a perdu le contrôle? Je ne crois pas que Trump ait jamais imaginé qu'ils adopteraient un projet de loi, une loi, pour obliger son ministère de la Justice à publier tous les documents. Il ne s'y attendait pas du tout. Oui, il ne s'y attendait absolument pas. Et bien sûr, le projet de loi, la loi, n'a pas encore été pleinement respecté d'ailleurs. Je veux dire, ils essaient toujours, autant qu'ils le peuvent, d'en divulguer le moins possible. Mais c'est tout à fait exact. Je ne pense pas qu'il ait jamais imaginé se retrouver dans la situation actuelle, ni que l'Occident, pas seulement les États-Unis, se trouverait dans la position où il est aujourd'hui. Je pense qu'il savait parfaitement quelles étaient les réalités concernant Epstein, mais il ne voulait pas que le monde le sache. Et il a utilisé cette histoire pendant la campagne électorale parce qu'il savait que c'était un sujet qui tenait à cœur à de nombreux Américains. Il voulait faire des promesses qui les rendraient plus enclins à voter pour lui, mais il n'a jamais eu l'intention, à aucun moment, de les tenir. Une autre chose remarquable, c'est à quel point Epstein lui-même était impliqué dans les affaires du Moyen-Orient. Donc, pas seulement ce type de Dubaï, mais aussi quelqu'un des Émirats arabes unis et du Qatar. Et il semble également impliqué avec les Saoudiens. Tu vois tout ça. Il est très fortement impliqué dans tout cela. Tu sais, c'est pas un diplomate. Qui est ce type? Eh bien, en effet, Sophia, c'est la grande question. Comment est-il possible que cet individu, qui n'a aucun statut officiel dans un poste gouvernemental, il n'est pas fonctionnaire, il n'est pas agent de l'État, il n'est pas lui-même diplomate, puisse développer un réseau aussi vaste et exercer une influence aussi incroyable? Parce qu'il le fait. Je veux dire, il parle de choisir les secrétaires généraux adjoints de l'OTAN. Il rencontre des ambassadeurs clés. Il donne des conseils en matière de finances, de politique étrangère. Il essaie d'influencer la politique étrangère. Il essaie d'influencer la politique économique. Comment parvient-il à faire cela? Et c'est là le mystère, pour lequel personne n'a jamais fourni la moindre explication. Tout comme le mystère entourant son argent demeure, il n'a pas seulement persisté, il s'est amplifié. Quelqu'un a additionné tout l'argent qu'il a versé à diverses personnes sur, je crois, une période d'une dizaine d'années, et le total dépassait largement le milliard de dollars, bien plus d'1 milliard. On n'a jamais cru qu'il valait plus de 500 millions de dollars. Incroyable. D'où vient-il? Comment est-il devenu riche au départ? Il semble maintenant que son bref passage comme courtier chez Bear Stearns se soit terminé en désastre et qu'il ait quitté Bear Stearns avant d'être renvoyé pour ce qui semblait être une faute pénale. Alors, d'où vient-il? Comment a-t-il gagné son argent? Eh bien, il y a quelques informations à ce sujet qui nous indiquent aussi qu'ils ont encore beaucoup de choses qu'ils n'ont pas rendues publiques. Il se pourrait qu'il ait eu un rôle dans la crise financière de 2008. Maintenant,
Mendelssohn est en fait un cas intéressant, car si Mendelssohn fournit des informations sur la réaction du gouvernement britannique à la crise financière, il est évident que Epstein s'intéresserait à ce que le gouvernement des États-Unis va faire. Mais d'après les dossiers que nous avons vus jusqu'à présent, il est fait très très peu mention de son rôle dans la crise financière de 2008. Et il est connu que lui et Bear Stearns, même s'il a quitté Bear Stearns, avaient une coentreprise quelque part aux îles Caïmans. Ils ont dû faire quelque chose de vraiment douteux. Et c'est probablement de là qu'il a tiré une grande partie de son argent. Au moins, il a aidé dans des opérations de blanchiment d'argent. Il y a certainement participé. Mais c'est probablement là que les dossiers encore secrets nous donneront des réponses sur 2008. Que fait-il? C'est très étrange. Vu à quel point il était impliqué au Royaume-Uni, en Grande-Bretagne, on n'a pas beaucoup parlé de son rôle avec le gouvernement américain, tu sais, la Réserve fédérale, le Trésor, ce genre de choses. Je vais faire quelques commentaires, en fait. La première chose, c'est qu'il a bien reçu des paiements très importants. Je veux dire, il a déjà reçu 150 millions de dollars du PDG d'une certaine entreprise. Et le FBI affirme qu'il n'existe aucune véritable explication quant à la raison pour laquelle une somme aussi énorme lui a été versée. Donc oui, il a bien touché de gros paiements. Et le PDG en question, qui est toujours en activité d'ailleurs, ne fournit pas vraiment d'explications cohérentes. Il a donc bien reçu l'argent, et encore une fois, on se demande pourquoi et ce qu'il faisait. Le deuxième point, concernant le fait que nous savons énormément de choses sur ses activités au Royaume-Uni, mais beaucoup moins sur ce qui était probablement des activités bien plus importantes aux États-Unis, est tout à fait exact. Mais cela pourrait alors être le reflet des actions des autorités américaines, c'est-à-dire qu'elles sont probablement très très nerveuses à l'idée de divulguer des informations concernant les États-Unis. Elles pourraient être plus détendues à propos de la divulgation de faits survenus en Grande-Bretagne. Cela ne reflète donc peut-être pas grand-chose de ce qu'Epstein faisait réellement. Cela ne donne peut-être pas une idée précise de l'ampleur de ses activités. Je veux dire, il se peut qu'il ait été, et il l'était probablement, bien plus impliqué dans des affaires se déroulant aux États-Unis que ce que nous savons. Mais le troisième point, et je pense que c'est l'élément essentiel à retenir, que personne ne mentionne, c'est que tout ce sur quoi nous nous basons, ce sont des courriels, des vidéos et des photos que Jeffrey Epstein lui-même a restituées. Et il est fort probable que ce ne soit qu'une fraction de ce qu'il faisait réellement. Je veux dire, s'il était vraiment impliqué dans toutes sortes d'activités clandestines, s'il rencontrait le Mossad, par exemple, il me semble peu probable qu'il ait laissé ou conservé une trace écrite de tout cela. Donc, c'est l'autre chose à garder à l'esprit à propos d'Epstein. Nous ne voyons probablement qu'un fragment de l'ensemble. D'ailleurs, c'est un travail pour des générations. Dans 10 ou 20 ans, les gens continueront à examiner tout ce matériel, à essayer de rassembler les pièces du puzzle et à répondre à ces questions, si on les y autorise, ce qui n'est pas garanti, bien sûr. Penses-tu qu'un système puisse surmonter cela, puisse surmonter la crise en ce moment? Non, personne ne pense qu'il le puisse. Je veux dire, si vous regardez les médias britanniques, vous pouvez voir qu'il ne le peut pas. Il y a eu ce matin, dans la presse britannique, un aveu selon lequel il ne peut pas limoger un certain ministre, un homme nommé Wes Streeting, qui complote ouvertement contre Keir Starmer, que la position de Starmer est désormais si faible qu'il ne peut pas le renvoyer. Donc en somme, Starmer n'a plus vraiment le contrôle du gouvernement. S'il ne peut pas limoger un ministre, alors il n'est pas en mesure d'exercer son autorité sur les ministres. Et s'il ne peut pas exercer son autorité sur les ministres, il ne peut pas mettre en œuvre de politique.
Et il ne semble pas non plus avoir beaucoup de politique à mettre en œuvre de toute façon. Il occupe donc la fonction de Premier ministre, mais il n'exerce plus réellement le rôle de Premier ministre. La seule raison pour laquelle il est encore en poste, c'est que le Parti travailliste, son propre parti, n'a pas encore déterminé qui va le remplacer. Et je pense encore une fois, comme je l'ai mentionné dans notre émission la semaine dernière, qu'il y a des élections importantes qui approchent au Royaume-Uni. Tout le monde s'attend à ce que le Parti travailliste les perde lourdement. Et personne ne veut être celui ou celle qui vient tout juste de prendre la tête du parti et qui commence en tant que chef du Parti travailliste et Premier ministre, avec de lourdes défaites électorales. C'est pourquoi, pour le moment du moins, les principaux rivaux de Starmer attendent. Il lui reste probablement encore quelques semaines, jusqu'en mai, selon certains. Peut-être pas au-delà de la fin de ce mois. Il y a une élection partielle parlementaire importante le 26 février. À un moment donné, dans les prochaines semaines ou les prochains mois, il sera parti. Oui, en fait, c'était ma prochaine question. Qui va le remplacer? Mais pour l'instant, il n'y a personne, d'accord? Non, il n'y a pas de personne évidente. Et c'est un problème majeur. Car si l'on regarde la situation politique en Grande-Bretagne, la qualité des personnes est extrêmement faible, très, très médiocre. Un article paru dans un journal britannique comparait la course à la direction du Parti travailliste et au poste de Premier ministre en 1966 avec celle d'aujourd'hui. À l'époque, on avait affaire à des personnalités vraiment intéressantes, marquantes, importantes, puissantes. Et comme le disait l'article, les gens d'aujourd'hui sont des pygmées, des non-entities. Oui, ils ne veulent pas revivre un autre fiasco à la Liz Truss. Souviens-toi, ce sont les conservateurs qui ont fait ça. Ils ont précipité une élection et choisi quelqu'un qui n'était vraiment pas qualifié. Et c'était un fiasco, non? Personne ne semble vraiment qualifié. C'est bien là le problème. Je veux dire, Liz Truss d'ailleurs est un exemple assez représentatif des politiciens britanniques modernes. Pourquoi cela? Pourquoi n'y a-t-il pas de bons candidats en ce moment? C'est une question extrêmement importante qu'on ne pose jamais assez et à laquelle je n'ai moi-même pas de réponse. Il s'est passé quelque chose dans la politique britannique il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. Il existe un livre important d'un journaliste britannique nommé Peter O'Byrne, The Rise of the Political Class, dans lequel il explique que ce qui s'est produit au Royaume-Uni, c'est que les politiciens tels qu'ils étaient autrefois, à la tête de véritables partis politiques ancrés dans la société britannique, ont été remplacés par une élite politique entièrement professionnelle. En d'autres termes, la seule chose qu'ils font, c'est de la politique, et ils n'ont aucun lien réel avec le peuple britannique, ni avec les forces sociales du pays. Et cette élite gouverne entièrement pour elle-même et n'a rien d'attirant. Ainsi, les personnes qui pourraient avoir de l'imagination et de l'énergie et qui seraient prêtes à agir ne veulent pas se manifester ni s'engager en politique. Et il n'existe plus les grandes institutions sociales, les syndicats, les lobbies économiques, tous ces types d'organisations qui existaient autrefois en Grande-Bretagne et dont sont issus des personnages importants. C'est peut-être là l'une des raisons. Mais c'est une question immense et personne n'y a vraiment répondu, ni même véritablement posé la question. Je trouve également très inhabituel qu'en ce moment, il y ait une crise à la fois pour la famille royale et pour le gouvernement britannique, non? D'habitude, il y a un scandale d'un côté, mais l'autre côté s'en sort bien. Mais là, c'est
et deux, n'est-ce pas? C'est une situation très grave, non? Very serious situation, isn't it? You're the first person I know who's made that. Tu es la première personne que je connaisse à avoir soulevé ce point. Ça ne m'était même pas venu à l'esprit, mais tu as tout à fait raison. Et c'est extrêmement différent. Cela montre vraiment l'ampleur de la crise, en fait, puisque chaque partie de l'élite britannique est impliquée d'une manière ou d'une autre. Is implicated in some way. And it's not just in Britain, Norway. Et ce n'est pas seulement en Grande-Bretagne, en Norvège aussi. Leur ancien Premier ministre fait l'objet d'une enquête et il était le président du comité du prix Nobel de la paix. En y pensant, il passait ses vacances avec Jeffrey Epstein. Je n'en revenais pas. Quand je l'ai lu, je me suis dit, d'accord, maintenant on sait pourquoi ils choisissent toujours des personnes si, disons, étranges ou méprisées, des gens que personne ne respectait vraiment, pour recevoir le prix. Maintenant, on sait pourquoi. Well, indeed, sir. I mean, that is. Eh bien, en effet, monsieur, c'est une révélation extraordinaire, car ce politicien en particulier, dont je n'arrive jamais à me souvenir du nom, est en réalité une figure assez connue de la politique européenne. On le présentait souvent comme la voix de l'éthique, des valeurs et des principes. La Norvège, d'ailleurs, en partie parce qu'elle administre le prix Nobel, a généralement joui d'une très bonne réputation en Europe. Imméritée, à mon avis, mais c'est ainsi. In Europe. Undeserved, in my opinion, No, but there no. it is. Torbjörn Jagland, that's his name. Torbjörn Jagland. Torbjörn Jagland, c'est son nom, Torbjörn Jagland. Je pense que c'est en fait une bonne nouvelle pour la Chine parce que la Norvège a ce groupe des droits de l'homme ou quelque chose du genre. Ils se réunissent régulièrement et critiquent toujours la Chine. Et bien sûr, ils décernent toujours le prix Nobel de la paix à des personnes opposées à la Chine comme le Dalai Lama. Et maintenant, on découvre que ce type est corrompu. Donc, la Chine a gagné cette manche sans rien faire. Eh bien, c'est exact, tout à fait exact. You're right, yes. Mhm. Oui, où allons-nous à partir de là? Je trouve que toute cette affaire, normalement, ce sont les États-Unis qui montrent la voie, tu sais, avec les Européens qui suivent. Mais dans ce cas, il semble que le fait qu'en Norvège, en Grande-Bretagne, un peu partout en Europe, ils soient en pleine agitation, que les gens enquêtent, démissionnent, s'excusent et tout ce genre de choses, exerce plus ou moins une certaine pression sur les États-Unis. Donc, cette fois, c'est un peu l'inverse de la tendance habituelle, n'est-ce pas? Absolutely, it's absolutely correct. Now, the thing Absolument. is that C'est tout à fait exact. revelations Maintenant, le fait est que l'une des révélations concerne l'ampleur à laquelle il existe une seule et même classe politique à travers l'Occident. Epstein est actif aux États-Unis, mais il l'est aussi en Europe. Et toutes ces personnes se connaissent, se rencontrent et commettent ensemble toutes les choses terribles qu'elles font. Mais il ne semble pas y avoir de véritables différences fondées sur les nations. Je veux dire, on ne voit pas des gens dire « Je suis le Premier ministre de la Norvège, mes priorités sont la Norvège ». Ou quelqu'un comme Mandelson en Grande-Bretagne dire « Ma loyauté et ma préoccupation fondamentale vont à la Grande-Bretagne ». Ils font tous partie de ce club, de ce groupe de personnes unies. Group of people together. But of course, inevitably, even Mais bien sûr, inévitablement, même s'il y a tant de personnes en Europe impliquées dans tout cela, tout est ancré aux États-Unis, car c'est là que le pouvoir et l'argent sont finalement concentrés. Donc, le fait est qu'il y a peut-être eu une tentative de la part des autorités américaines de restreindre les informations sur ce que les Américains aux États-Unis avaient fait. Mais au final, cela ne change pas grand-chose, car les Européens, précisément parce qu'ils font partie du même réseau, ce qu'ils ont fait finit par revenir aux États-Unis et déstabiliser le système là-bas, parce qu'ils sont tous pareils. Ils fonctionnent tous ensemble exactement de la même manière. They're all functioning together in exactly the same way. Eh bien, il y a beaucoup de choses à dire sur les répercussions de tout cela. Même si je suis sûre qu'il y a des gens qui mériteraient d'aller en prison, mais qui n'y iront jamais,
cela ébranle tout de même les fondations de beaucoup de choses. Par exemple, les gens avaient une haute opinion de Bill Gates, non? Tous ces riches, surtout les milliardaires de la tech, ils sont si intelligents, ils donnent leur argent, ils font tant de bien à la société, ce genre de discours. Je pense que tout cela n'est qu'une façade. Tout s'effondre. Maintenant, on voit qui ils sont vraiment. Des gens méprisables qui s'enrichissent, souvent peut-être illégalement en nuisant au public. C'est ainsi qu'ils gagnent leur argent. Et ensuite, une fois riches et puissants, ils se rassemblent pour faire des choses horribles. C'est ce que semble être la classe dirigeante aujourd'hui. Absolument. Je veux dire, ce à quoi nous assistons, c'est une crise de la classe dirigeante dans tout l'Occident. Évidemment, elle est centrée aux États-Unis. Et cela en dit long, vous savez, qu'il existe encore aux États-Unis des mécanismes permettant de révéler ces choses, car cela n'aurait jamais été révélé en Grande-Bretagne. Je pense que c'est important de le dire. Ni en France, ni en Allemagne, ni dans aucun autre pays de ce genre. Oui, je veux dire, je suis content qu'on soit arrivé jusque-là. C'est déjà un miracle. Je pense vraiment qu'il y a des gens qui se révèlent être des héros, comme Thomas Massie et Ro Khanna. Ce sont eux les héros, et les victimes, elles se battent sans relâche pour leurs droits, tu sais, elles défendent leur cause devant les tribunaux. Quoi qu'elles défendent, il y en a plusieurs que je considère vraiment comme des héroïnes. Cela montre aussi que, tu sais, aux États-Unis, il y a encore dans mon regard. Il y a encore de bons Américains, et il y a aussi de bonnes personnes au sein du système politique. Je ne peux pas en dire autant de la Grande-Bretagne d'ailleurs. Et il existe encore des mécanismes qui fonctionnent, à peu près, qu'ils peuvent encore utiliser. Oui, c'est pour ça que Trump est tellement surpris et choqué par toute cette histoire. Oui, parce que je pense qu'il s'était complètement convaincu qu'il pouvait simplement laisser tomber, que les gens seraient mécontents pendant 2 semaines, puis passeraient à autre chose. Mais les gens ne passent tout simplement pas à autre chose. Je trouve ça vraiment remarquable. Ouais. D'accord. Es-tu au courant qu'Ai Weiwei, tu te souviens de lui, s'est soudainement retourné contre l'Occident? Oui, tout à fait. Il a accordé une grande interview au London Times. Oh, d'accord. Et on pouvait voir que le journaliste du London Times s'attendait à ce qu'il dise les choses habituelles sur la Chine, mais il est reparti très contrarié et profondément choqué. Ouais. Et Ai Weiwei a dit toutes ces choses que nous disons souvent à propos de la Chine. Ce n'est pas un pays belliqueux. Ce n'est pas un pays agressif. Ce n'est pas du tout notre civilisation. Clairement, soit il essaye de se faire réadmettre en Chine parce que les choses ne vont pas très bien pour lui en Europe et qu'il pense que l'herbe est peut-être plus verte chez lui. Je dois dire que je reste un peu méfiant dans les deux cas. Soit à l'inverse, il a réellement connu un grand moment de désillusion et de prise de conscience que l'Occident n'est pas ce qu'il prétend être. Mais j'ai lu tout l'article dans The London Times avec amusement et étonnement, et on pouvait sentir le journaliste devenir de plus en plus en colère au fil de l'entretien. J'ai été surpris qu'il ait été publié, pour être honnête. J'ai fani som tech ways it jeans que Wall Street Journal je pense que c'est pas Shin maintenant. Ah, je vois. Oui. Il a dit dans cette interview qu'il allait rendre visite à sa mère, qui a 96 ans. Donc il est possible qu'il essaie de rentrer. C'est très inhabituel pour quelqu'un comme lui, qui a dit tant de choses négatives, d'être autorisé à retourner en Chine. Voilà le truc. Il faut savoir que son père appartenait à l'ancienne génération de révolutionnaires, donc il bénéficie d'un certain privilège. Et je soupçonne que vu son âge, il connaît probablement Xi Jinping. Il a mentionné qu'il connaît Xi Jinping. Oui, pas bien, il a dit qu'il ne le connaît pas bien. Mon impression, c'est que
ils n'ont sans doute rien en commun, tu vois, dont ils pourraient parler. My suspicion is the two of them has nothing in common, to talk about. But they probably belong to this circle of people. Mais ils appartiennent probablement à ce cercle de personnes dont les parents ont participé au mouvement révolutionnaire. Donc je pense que cela en fait partie. Il est privilégié, en fin de compte. Et puis, il a été très critique pendant la crise de Gaza, tu sais, le génocide à Gaza. Il a vu cela et a exprimé sa frustration, et c'est à peu près ce qui lui a causé des ennuis. L'Occident a réagi en disant « Non, tu n'es pas censé dire ça ». Et plusieurs de ses expositions ont été annulées. Donc je pense que cela l'a probablement amené à réfléchir, à repenser toute la situation. Je pense que cela y est pour quelque chose. I think that has something to do with it. Oui, je ne suis pas vraiment fan, je dois dire. Je veux dire, ses qualités artistiques, je ne suis peut-être pas le seul à les juger, mais honnêtement, je n'en pense pas grand-chose non plus. Je trouve qu'elles sont très, très surestimées, personnellement. Mais enfin, c'était intéressant. Et comme je l'ai dit, cet article a vraiment fait sensation ici à Londres. Je ne savais pas qu'il en avait aussi fait un pour les médias américains. Ouais. Vas-y. Non, je n'aime pas non plus son art. Je ne le comprends jamais vraiment. Je le connais seulement comme un critique très célèbre de la Chine. Mais c'est intéressant, comme tu l'as dit, on dirait qu'il s'est retourné contre l'Occident ou quelque chose comme ça, et ça lui attire aussitôt des ennuis, non? On est censé avoir la liberté d'expression, mais en réalité, on ne l'a pas vraiment. Exactement, exactement. Et il n'est pas seul. Ce qui est intéressant, c'est que vous savez, en Chine, et je suis sûre qu'en Russie aussi, il y a toujours des gens qui vénèrent l'Occident, qui le vénèrent vraiment, et ils sont tous très enthousiastes en ce moment. Je veux dire, comment peut-on défendre quelque chose comme le scandale Epstein? Comment peut-on défendre ça? Absolument, absolument. Je connais d'ailleurs beaucoup de Russes comme ça. Oui, c'est très intéressant. C'est un moment de prise de conscience pour le monde. Je pense que l'Orient et l'Occident sont partout. C'est un moment de vérité. Oui. Mon plus vieil et meilleur ami russe est un homme d'affaires qui était à l'époque très, très pro-occidental. Et maintenant, il a complètement basculé de l'autre côté, à tel point que même s'il peut voyager en Occident, il refuse de le faire. Ouais, d'accord, très intéressant. Des temps très intéressants, oui, des temps très intéressants. D'accord, on se parle la semaine prochaine. Passe une excellente journée. Passe une excellente journée, Sophia. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bye.